Salut Yaya, bienvenue dans ce nouvel épisode du Setup Podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Yaya, je vais te laisser te présenter. Salut Gaël, écoute, merci pour ton invitation déjà. Ça me touche que tu m'invites à ton podcast. Écoute, moi pour me présenter, alors Yaya Seguir, j'ai 35 ans, j'ai une boîte de consulting en performance. Donc voilà, je suis à premier lieu coach, donc je viens du domaine sportif, hein. J'ai travaillé en tant qu'éducateur sportif, préparateur physique, préparateur mental. Ça fait déjà à peu près, j'ai commencé à coacher à 16 ans, donc ça fait déjà presque 20 ans que j'entraîne. Donc j'étais en boxe française, en lutte, haltérophilie, athlétisme. Donc j'ai tapé beaucoup de sports de combat. Puis après, le foot est venu à moi et puis du coup, j'ai coudoyé un peu toutes ces disciplines en passant par des fois des testman, du rugby qui viennent voir pour faire de la prépa ou tout ce qui a trait à la performance. Et aujourd'hui, voilà, j'ai lancé ma boîte de coaching en performance et je travaille également, entre guillemets, j'aime pas le dire, mais on appelle ça agent dans le domaine du football. Et moi, je dirais plutôt quelqu'un qui fait du management en gestion de carrière. Il faut bien savoir, je préfère bien le préciser, c'est qu'en France, agent, c'est du courtage, c'est de la mise en relation. C'est pas tout ce qu'on connaît sur suivi de la performance, etc. Donc, moi, je prends vraiment tout ce qui est packaging, management de performance, management de carrière, tel qu'on le connaît dans d'autres fédérations. Voilà. Justement, le management de carrière, comment tu le vois et qu'est-ce que ça englobe? Ok, c'est une question intéressante. Alors, le management de carrière, moi, comment je le vois? Alors, de par nos de formation, on a deux visions. On a la vision INSEP. Donc, l'INSEP, il parle de vision double projet, projet sportif et projet professionnel. Il y a la vision aussi un peu de la fédération j'ai oublié le nom, mais tout ce qui est prépa mentale, qui disait projet sportif, projet professionnel et projet d'accomplissement personnel. Voilà, ça, on peut le voir sur les deux principes. Moi, je suis plus pour l'approche, c'est-à-dire approche vision sportive, vision professionnelle et vision accomplissement personnel. Donc, en fait, pour en revenir à la prépa mentale, on parle de comprendre comment améliorer la performance et le bien-être. Pour moi, le management de carrière, c'est ça. C'est bien-être, bien-être sportif à travers de la performance et bien-être individuel. Et quand on parle de pro, bien évidemment, c'est la reconversion. Parce que souvent, il y a des athlètes qui disent mon métier, c'est athlète. En fait, non, quand on regarde le foot, la carrière est du 7 ans en moyenne. Le rugby, c'est pareil, il y a des blessures, etc. Donc, c'est la construction d'un projet d'homme ou de femme avant tout. Pour moi, c'est comme ça que je vois le management de carrière. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant. D'habitude, quand on parle de management de carrière, c'est plus un plan d'accès vers un résultat en disant, OK, tu veux passer pro ou tu veux aller boxer en telle catégorie, ben, du coup, tu vas à tel endroit, tu fais tel combat. Tu sais, souvent, c'est ces choses-là qui sont mises en avant et on oublie un peu la partie épanouissement et surtout projet global. Hum, Mhm. Comment t'arrives, toi, à mettre en relation d'abord avec ton expérience et tes compétences initiales qui étaient prépa physique, avec maintenant ta nouvelle casquette d'agent, etc. Comment tu arrives du coup à mettre toutes tes compétences au service de ce projet sportif, enfin de ce projet de carrière? En fait, déjà, il faut comprendre comment. Moi, j'ai travaillé dans différentes fédés. Donc, j'ai fait ce qui se faisait à l'INSEP, tu vois. Ce qui se faisait aussi dans d'autres disciplines où il y a plus de pognon, comme le football ou dans d'autres disciplines. Et en fait, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de projet. Par exemple, je veux passer d'une catégorie en boxe ou je veux passer dans une division. Là, on est plutôt sur, tu sais, comment on parle de planification avant tout. Souvent, dans les sports olympiques, on va parler de planification quadriennale donc par rapport au JO. Si par exemple, on parle de football, on va parler de planification vis-à-vis à la Coupe du Monde, d'Europe, etc., sur des athlètes haut niveau. Mais en fait, c'est toujours cette planification de carrière sur, par exemple, t'as un sportif qui vient te voir. La première question que je lui pose, moi, c'est déjà savoir où est-ce qu'il en est, d'où il vient et où est-ce qu'il veut aller. Il y a ces questions-là qui est important. Ensuite, tu parlais de ma nouvelle carrière, comment j'arrive à orchestrer tout ça. Moi, j'ai un peu un rôle de head of performance. C'est dur de dire head of performance parce que quand vous allez parler à des familles ou des gens qui sont autour
le sport en lui-même, ils ne savent pas ce que ça veut dire head of performance. En gros, je vais dire que voilà, moi, je suis en constant performance, je suis un manager en performance. En gros, en quoi ça consiste? Enfin, déjà, c'est de mettre l'athlète au centre du projet, donc au milieu. L'athlète, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà faire des interviews avec lui, savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête. C'est un peu, moi, j'ai une approche très entreprise. Hein. Donc, ça veut dire que je vais voir, à la manière d'un CEO, je vais voir l'athlète. OK, qu'est-ce qu'il veut mettre en place? Où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il a eu des blessures? Est-ce que déjà, il y a un équilibre entre toutes ces trois branches que j'ai parlé avant? Est-ce que derrière, il y a une formation? Est-ce qu'il a passé des diplômes? Est-ce que derrière, il a atteint ses objectifs ou pas? Qu'est-ce qui l'a empêché d'atteindre ses objectifs? Je regarde tout ça d'un point de vue présent. Après, je regarde le passé, comment il a été formé, sur quelle fédération il a été. Si on parle du foot, où est-ce qu'il a fait son centre de formation? Parce que s'il a fait son centre de formation à l'OL ou à Saint-Etienne ou à Coupe LG, il n'aura pas eu pareil une initiation sur la musculation, sur le technico-tactique qui est différent. Il y a tout ça à regarder en priorité. Je regarde tout ça. Ensuite, après, je regarde le premier cercle. Le premier cercle, c'est quoi? C'est la famille. Ok, qui est en soutien du projet? Qui est l'interlocuteur? Qui est la personne derrière qui va l'entourer? Ça, c'est un peu l'iceberg, c'est ce qu'il y a en dessous. Parce qu'on oublie souvent ça. Nous, on voit les athlètes, la performance, mais c'est voilà, qui est son entourage aussi, comment ça structure. Il y a des clubs, par exemple, soit en rugby ou individuel ou sport co, on regarde au milieu, est-ce qu'il y a des facteurs limitants à ce niveau-là? Ensuite, d'ailleurs, c'est de regarder par rapport à où est-ce qu'il est. Par exemple, s'il est dans un club, il a signé là, où est-ce qu'il veut aller. Est-ce que le club est aidant ou limitant? Est-ce que, voilà, il y a tout un travail. Après, bien évidemment, on va parler de ce qu'on connaît, la prépa physique, la prépa mentale. On va faire le bilan de tout. Et en fonction des manques, petit à petit, je vais agréger des savoirs. Donc, ça peut être déjà des premiers trucs que je fais. Moi, j'aime bien parler d'audit de performance. Donc, ça va être ce que tu connais, tout ce qui est test musculaire, énergétique. Je vais même sur des tests de personnalité que j'ai pris du domaine de l'entreprise, tu vois, ce qui est ProcessCom, Coaching Index. Il y a des tests comme ça qui sont super intéressants pour connaître les leviers motivationnels. Après, d'ailleurs, je vais vraiment sonder. J'ai des techniques, voilà, je vais sonder au niveau mental. On peut aller jusqu'au profil hormonal. Ça dépend des besoins. Bien évidemment, de l'âge, etc. Du budget aussi. Voilà. Et moi, souvent, j'essaie de faire simple. C'est-à-dire, quand je vois que c'est le feu, déjà, je vais éteindre le feu et je vais prioriser. Je vais pas arriver comme une usine à gaz à mettre du management en mode olympique. Si le mec, déjà, il dort mal et qu'il s'en renvoie, ça va être compliqué. D'ailleurs, on va lui mettre des bases et ensuite, à partir de là, on va l'amener vers la professionnalisation de son projet sportif, step by step. Et une fois que on va agréger les choses voilà, de manière progressive et surtout en fonction de sa motivation. Parce qu'il y a des athlètes qui sont prêts, ils vont dire ouais, moi je vais m'entraîner 20 heures par semaine. Et t'en as, ils sont déjà un peu en burn-out, un peu dépressifs, donc il faut leur redonner goût à l'entraînement. Il y en a qui ont été déçus de ne pas avoir été pro déjà. Donc déjà, pour les remotiver, leur mettre déjà, redonner goût au sport et progressivement les remettre sur les bons rails, quoi, tout simplement. Voilà. Je pense que après, en détail, il faut vraiment que tu me donnes un cas, mais c'est un peu, j'essaie d'avoir le plus simple possible, toujours le plus simple possible. Il y a des parents qui veulent tout faire du ballon pour faire ça. Je vais mais déjà, ouais, simple, ok. Puis après, petit à petit, on monte. Et déjà, je pense que tu sais très bien, en ayant coaché des athlètes, déjà, si le mec il dort bien, hein, s'il s'entraîne bien, s'il est bien dans sa tête, c'est déjà beaucoup. Ouais, ouais, complètement. On sous-estime parfois enfin, pas les domaines, mais ou les leviers. C'est que quand on veut faire du haut niveau, quand on veut faire quand on s'engage pleinement, on va chercher plein de trucs compliqués. Et en fait, la plupart du temps, en fait, le haut niveau, c'est juste la répétition de plein de petits trucs simples et d'être bien entouré, d'aller dans les bonnes directions. Mais faut pas aller chercher forcément des trucs de fou pour aller parfait. Tu as des qualités, tu les développes, tu les entretiens, ça met du temps. Je peux te raconter, moi j'ai eu la chance en haltérophilie, j'étais avec mon entraîneur Petar, c'était un élève de Ivan Abadjev. Donc Abadjev, c'est 10 médailles olympiques, 50 champions du monde, 500 champions d'Europe. Et puis le club où j'étais, à Blanc-Ménil, c'était un club géré par Marco Tsankov, qui était entraîneur d'équipe de France d'haltérophilie, qui était aussi préparateur physique de l'équipe de France de bobsleigh. Et tu vois, en discutant avec eux, je leur ai dit, qu'est-ce qui s'est passé en équipe de Bulgarie? Comment ils ont fait 10 médailles olympiques? Bon, bien évidemment, à l'époque, tout le monde était dopé. Hein. C'est la vérité.
les stéros dans tous les pays. Y a pas de tabou. Moi, j'ai pas de tabou là-dessus. Je le dis, les mecs, ils étaient chargés, même dans tous les pays, même la France, il y avait des consommations de produits dopants. Et voilà, on le sait aujourd'hui. Bon, malheureusement, il y a 10 ans de prescription sur le dopage, hein. Donc, ils ne peuvent pas être condamnés, malheureusement. Mais voilà, c'était comme ça. Mais au-delà de ça, c'est comprendre un peu comment il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu avant les produits dopants, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, déjà, tu sais que tu as un système d'entraînement fédéral. Tu sais qu'il y a des élections. Tu sais que les gamins, à 14 ans, ils faisaient 200 kilos au squat sans être chargés. Donc, tu sais déjà que derrière, c'est pas juste, il y a Abadjiev, femme de l'haltéro, il est arrivé, hop, clic, j'envoie. Souvent, tu vois, on nous se fait avoir par Instagram, on voit des gars qui viennent, qui communiquent. Ouais, bon, je suis un super entraîneur, venez avec moi, médaille olympique. Ça, c'est du marketing. Quand vous avez parlé avec des anciens, il n'y en a plus maintenant, que ce soit en athlète ou en haltéro, dans des disciplines comme ça, ils vont dire, eh, déjà, commence par un enfant, faire en sorte d'entraîner un enfant qui soit bien, etc. Et après, nous, souvent, quand on regarde les INSEP ou les trucs comme ça, les pôles qu'on a en France, la manière de structurer le haut niveau en France, souvent, c'est toute une politique fédérale. Et derrière tout ça, tu as plein de bénévoles, tu as des gens qui sont dans des clubs, qui font de la détection. Même dans le foot, tu as des éducateurs qui sont là, qui sont avec les gamins. Il y a plein d'éducateurs bénévoles qui sont derrière et qui font un boulot monstre, déjà, de mettre en place des bases. Et après, toi, tu arrives et tu fais en sorte que ça reste droit. Déjà, c'est déjà super. C'est vrai que nous, on a des formations, tu vois, on s'intéresse au réflexe archaïque, à la posture. C'est bien, hein, pas de souci. Mais déjà, souvent, moi, je te dis, souvent aux jeunes qui des fois me contactent sur Instagram, qui me demandent des conseils, je leur dis, les gars, faites simple. Déjà, essayez d'avoir des bonnes valeurs, de bien éduquer. Et à partir du moment où c'est dans les bons rails, faites les choses simples, vous verrez, vous allez avoir le résultat. C'est pas, tu sais, souvent, moi, je regarde les gros trucs comme muscu, etc. Mais en réalité, si tu t'entraînes de manière, on va dire, correcte, et que tu manges bien, tu dors bien, c'est pas difficile de faire de la prise de masse, c'est pas difficile de faire de la prise de force, c'est pas difficile de gagner en vitesse. Il faut faire juste des choses simples et de les faire de manière consistante. Et aujourd'hui, je pense que, tu vois, quand je discute avec Vincent Estignard qui travaille en posturo, le problème, c'est que les gens ne font pas les exercices. Hein, c'est souvent ça. Tu leur donnes des réflexes archaïques qu'ils font pas. Tu leur donnes des trucs de muscu, ils font un petit peu, puis ils arrêtent. Et quand ils sont plus blessés, ils arrêtent. Ils disent, ah, quand je suis blessé, j'arrête, je te rappelle. Ouais, c'est souvent ça, le facteur limitant. Et c'est le plus important, je pense, à comprendre. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, on en revient à l'engagement de l'athlète dans son. Enfin, sa motivation profonde. Je pense, ces détails-là, tu les fais pas si tu n'en as pas réellement envie. Ouais, c'est ça. Et ça dépend aussi de qu'est-ce qu'il a besoin. Tu sais, tu as des mecs, tu vois, et je regardais, moi, j'aime bien regarder, je suis historien de base. J'ai fait une licence d'histoire. Moi, je suis très fort en recherche documentaire, etc. Et j'adore regarder les reportages. Je sais plus si c'était Manodo ou respect à lui ou un autre athlète qui prenait des McDo. Il avait besoin de McDo avant d'aller faire une course de natation. Ou Teddy Riner, des fois, j'ai vu le reportage, il aimait se faire plaisir. Ça ne veut pas dire aux gamins qui regardent la vidéo, non, je vais manger des McDo, je vais être performant. Mais ça veut dire qu'il faut tenir compte de tout et des fois de ne pas être trop carré en disant ça dépend de qui. Il y a des gens qui ont des profils, tout à l'heure je parlais de profils de personnalité, il y a des gens qui doivent tout maîtriser, qui ont besoin de statistiques, de data, ils ont besoin de tout. Et il y a des gens qui sont plutôt en mode cool. Il faut déjà qu'ils arrivent en mode, allez, vas-y. Et ça, je pense que souvent, on le perd. Toi, tu as travaillé dans le football. Moi, j'ai un pote Hervé à qui je passe le bonjour, qui est excellent préparateur physique, qui est aux États-Unis actuellement. Il a travaillé avec Pincus, tu vois, il a fait ce stage avec Anthony Pincus. Et Pincus, tu vois, souvent, les gens disent, ouais, mais c'est nul ce qu'il fait. Il y a des gens qui disent ça, hein, tu vois. Bon, bah, c'est pas lui, 3 Ligues des Champions, tu connais son parcours et tout. Mais même moi, j'ai regardé, hein, donc il fait du test Cooper. Puis il y a des gens qui disent, mais oh, test Cooper, c'est pas un test de VMA. Mais c'est pas ça le plus important. C'est que ce mec-là, il est capable de faire bouger le vestiaire du Real. C'est ça qui coûte cher. Il est capable d'aller devant des gars qui ont 15-20 ans de carrière et de les faire bouger. Alors, regarde, ils vont dire, ouais, moi, méthodologie d'entraînement, ouais. Va les faire bouger. Tu peux avoir les meilleurs masters du doctorat, mais lui, il est capable de les faire bouger, de les amener à un projet. Ça fait partie de ce qu'on appelle les soft skills, tu vois, en management, etc. Mais c'est hyper important, en fait. Et on a souvent tendance à l'oublier. Si tu es capable de faire bouger quelqu'un, même si tu fais de la merde, malheureusement,
J'ai dit avec Adrien Chartier il y a moins d'une semaine, c'est l'aspect croyance est hyper important et l'aspect faire croire aux gens, il est hyper important aussi. Après, il y a cette notion d'éthique et de déontologie pour pas être manipulateur, peut-être plus influent. Et l'influence, influent pour la personne. C'est dans l'intérêt de la personne. Tant après, méfiance avec Instagram où il y a des gars qui veulent se ramener la lumière et ils oublient qu'en face, il y a des humains qui ont un intérêt, quoi. Voilà, c'est important. Ouais, mais ça, je veux dire, ça, je pense que c'est un problème qu'on aura, qui n'est pas prêt d'être réglé. Non, mais tout le temps. Mais après, tout ça, cette notion de bienveillance, elle est importante. Soit toi ou moi, quand on travaille avec des athlètes ou des personnes qui vont faire appel à nos services, elle est hyper importante parce que aujourd'hui, qu'on se la tienne, soit dans ta discipline, tu travailles actuellement à fond ou moi dans le foot ou ailleurs, hein, c'est que aujourd'hui, le sport, il a évolué. Le sport, comme l'a dit Mbappé, le foot, il a changé. En fait, il n'a pas changé. Ça fait longtemps qu'il a changé. Tu vois, il y a pas les droits télé, il y a certaines modes. Là, il y a une JO qui vont arriver dans 1 an à Paris. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, il y a toute la valorisation financière autour du. Il y a la politique aussi. Donc, aujourd'hui, et même bien avant, on parle de. Moi, je suis historien, comme je te l'ai dit, tu regardes les Jeux Olympiques de Munich avec Hitler ou maintenant, il y a l'aspect politique du football et tu as l'aspect économique qui est arrivé. L'aspect économique, c'est les droits télé, c'est tout ce qui est valorisation financière par les droits à l'image, par la publicité. Il y a tout ça, que ce soit en haltérophilie ou même en haltérophilie, il y a moins d'argent, bien sûr. Mais demain, tu es une nana, tu fais une médaille au JO, ah oui, tu peux devenir un symbole. Tu peux devenir un symbole, tu peux te commercialiser, tu peux devenir un symbole politique. Voilà, on le sait. Moi, il y a tout ça, nous, en tant que, entre guillemets, encadrants, on doit faire, voilà, on doit se poser un état de bienveillance. Moi, je suis plutôt maintenant manager, etc. Donc, j'en tiens compte aux athlètes. J'essaie de leur proposer un projet qui soit en accord avec eux, en disant, OK, bah, toi, tu veux aller où? OK, tu veux faire ça. Il y a des athlètes qui sont moins médiatiques. Eux, bah, ils veulent juste rester en mode sport, tranquille. Ils tiennent compte quand même par rapport à, faut quand même payer ses factures, manger, etc. C'est pas évident. Le sport en France, tu vois, aujourd'hui, on parle des JO, tu sais très bien, la plupart des sportifs, ils n'ont pas de quoi payer à manger, quoi. C'est vraiment, c'est la précarité. Donc, il y a tout ça à tenir compte quand nous, on vend des programmes. Souvent, moi, par mon parcours, et je pense que tu es d'accord, c'est que nous, on a payé des formations et on n'arrive pas à se faire payer après parce qu'on paye plus cher que le prix qu'il y a sur le marché du sport en France. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, tu vois. Ouais, je pense, en fait, tu disais la différence. Tout à l'heure, on parlait de la différence en France, en Angleterre ou ailleurs. C'est qu'effectivement, nous, on a une sensibilité, ou du moins, je pense que ça doit être, je sais pas si c'est nos personnalités, ou enfin, du coup, on a une volonté d'aller chercher des choses qui sont différentes et de se démarquer en termes de compétences et de connaissances. Et que aujourd'hui, un des seuls moyens de l'avoir, c'est de payer du privé, ou enfin d'aller chercher autre chose que ce qu'on a l'habitude d'avoir par la voie classique. Et que ça, c'est sûr que c'est difficile à valoriser. Et même avec la meilleure volonté du monde, l'athlète, des fois, il a du mal à le rétribuer parce que il y a la réalité, c'est que ce que tu dis. Et aujourd'hui, il y a des athlètes qui gagnent très bien leur vie, et enfin, même sans faire de sport, juste en étant en vendant de l'image. Mais par contre, la majorité des athlètes, là, à mon avis, pour les JO, il y en a plein qui jouent un peu leur vie parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de marge, quoi. Athlète et entraîneur, hein. Il y a des entraîneurs qui ont des contrats PO, parcours olympique. Si tu fais pas de médaille, bon courage pour après 2024. C'est la vérité. Demain, tu as l'ANS, l'Agence nationale du sport. C'est c'est nous qui finançons, hein. C'est nos impôts, on paye. Aujourd'hui, ils disent, OK, bah, les gars, si vous êtes gentils, vous avez une médaille. Aujourd'hui, le politique, il regarde, OK, quel fédé fait des médailles? OK, eux, médailles, on subventionne. Eux, c'est compliqué. Parce que, évidemment, on parle d'intérêt public, intérêt supérieur de la République, etc. Faut qu'il y ait une notion de retour sur investissement. Alors, je sais, oui, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, on n'en est pas là pour financer du sport loisir, quoi, entre guillemets. Ils ne sont pas dans cette vision-là. On est là, OK, quand on parle de sport performance, il faut arriver, OK, représenter la République, c'est bien, mais après, derrière, malheureusement, il y a un budget. On ne peut pas donner autant à quelqu'un qui va être médaillé
t'as quelqu'un qui va faire malheureusement une participation JO. Alors, même si c'est, attention, dans les deux cas, c'est de la perte. Hein. C'est très dur de faire une participation aux Jeux Olympiques. C'est ça qu'on ne se rend pas compte derrière. C'est une vie qu'on voit. Mais malheureusement, l'aspect financier, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je te parlais d'équilibre, c'est toujours un équilibre. Il y a le sportif, il y a l'économique. Et je dis toujours ça, moi, j'attends. C'est vrai qu'en France, on a ce tabou par rapport à l'argent. Et des fois, je me dis, écoutez, ok, que tu sois footballeur, ou que tu sois, je sais pas, canoë-kayak, ou BMX, ou VTT, peu importe. Malheureusement, ok, c'est bien, mais il faut que tu payes tes factures à la fin du mois. Il faut qu'après ta carrière, tu vois, tu as une notion de durabilité dans ta carrière. C'est qu'est-ce que tu fais après. C'est pas. Moi, moi, je viens du 93, donc moi, j'ai vu des mecs boxeurs olympiques devenir gardien de gymnase. Hein, tu vois ce que je veux dire? J'ai même vu des gars champions du monde qui gagnaient 4 000 € par an en étant champion du monde. Donc après, tu fais quoi? Tu vas être éducateur à la mairie, tu vois, et à un moment donné, c'est pas avec un SMIC que derrière, tu vas pouvoir, entre guillemets, t'accomplir, je pense, personnellement, même s'il y en a qui sont que le SMIC, et respect à eux. Mais voilà, c'est tout ça, pour un investissement de 25-40 heures d'entraînement par semaine. Ça dépend. Si le mec, il est bien dans sa tête, il n'y a pas de souci, il respecte. Mais si quelqu'un a fini avec une dépression, il y a un truc que je voulais te dire aussi, c'est que moi, j'ai regardé aussi ce qui est prépa mental, les TAC, troubles compulsifs alimentaires, comment ils sont les athlètes. Est-ce que le sport de niveau, il y a des questions comme ça rend bien? Est-ce que ça aide au bien-être ou pas? C'est pour ça que c'est important. Moi, je prends compte de ça parce que c'est pour ça que j'ai créé ma boîte, en fait. Parce que je me suis rendu compte que quand j'ai bossé en fédé, j'étais un peu limité sur, vas-y, ben moi, je voulais pas former moi, j'étais en lutte, je voulais pas former des lutteurs qui finissent après blessés au SMIC ou voire même pire, quoi. Tu vois. Il n'y avait pas cette possibilité de mainmise sur quand tu es dans une fédé, t'as pas le contrôle de plein de facteurs. Quand tu es dans le privé, une boîte privée, tu signes ton contrat, boum, le mec il a sa presta. Là, tu as la possibilité de gérer parce que tu as les budgets, le mec te confie un budget, tu gères, tu vois pour les sponsors, tu vois pour des gestions de carrière, tu en place des stratégies, tu vas là ou tu vas là. Ah non, là, n'y va pas. Là, privilégie plutôt l'école. Des fois, moi, mon rôle, c'est pareil. Là, j'ai eu un jeune joueur, il avait la possibilité de rentrer en école de commerce. Je lui ai dit non, on va en école de commerce, demande d'aménager les horaires. Assure. Quand même, ce qui va être long, c'est sa carrière professionnelle. Assure, tu peux t'entraîner, garder la même, limiter les risques, parce qu'il y a toujours des risques. Si tu signes pas pro, c'est comment? Voilà, après, c'est une question, on va dire, ok, bah non, non, vas-y, arrête l'école, ça, je peux pas. Là-dessus, moi, c'est pas mon parti. J'essaie d'avoir toujours les. Ouais, c'est ça. Puis après, c'est tellement facile de enfin, reprendre des études après, c'est un peu compliqué alors que c'est facile de tout envoyer, tu sais, et de dire, bon, vas-y, je me mets à fond. Mais c'est beaucoup plus simple de dire, ben, ma licence, au lieu de la faire en 3 ans, je la fais en 5 ans, tu vois. Mhm. Et de dire, j'ai toujours un pied dedans, que au contraire, te dire, ben là, c'est compliqué, j'y vais pas, quoi. Tu sais, je peux plus y aller. Ouais, parce que c'est pas. Je te dis, nous, tu vois, on aime bien parler, Baptiste, chez quoi, Jérôme Simon, de facteur limitant. Je dis, c'est pas un facteur limitant de faire des études. Tu vois, nous, tout à l'heure, on disait, on parlait du foot, on parlait de méthode d'entraînement. Tu vois, si on parle un peu plus de méthode d'entraînement, aujourd'hui, si tu regardes les facteurs de performance, après, c'est pour ça que moi, je voulais t'expliquer quand on parle de facteurs de performance, c'est toujours tout à l'heure, je te disais, je parle de cas individuels. D'accord? On n'a pas les mêmes facteurs de performance en foot qu'en rugby. C'est pas la même fédé, c'est pas la même organisation. Moi, tu as vu, j'aime bien tout ce qui est ingénierie de performance, tu vois. Parce que j'ai fait mes DU, soit à Dijon ou à Poitiers, l'ingénierie de performance. Et tu vois, moi-même, j'ai fait l'ingénierie inverse, de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Aujourd'hui, on parle de modélisation de performance. Ok. En rugby, c'est quoi un rugbyman qui marche? C'est quoi le système tactique actuel? Tu vois. Alors, vraiment, qu'en VTT, on peut le faire. On peut le faire dans plein de disciplines. C'est super intéressant de le faire. Ensuite, c'est de faire, OK, comment ça a évolué sur les 10, 20, 30 dernières années. OK? Et comment les facteurs sont transposables. Qu'est-ce qui a été déterminant en termes d'évolution et après, d'ailleurs, le rôle du stratège, c'est de comprendre comment ça va évoluer et où est-ce que ça peut évoluer avant les autres. Ouais. Comme ça, tu vois, quand, par exemple, ils ont fait le Barça, tu étais au FC Barcelone, Tiki-Taka, ils sont pas réveillés du jour au lendemain, ils ont dit, ah, Tiki-Taka, tu vois. Et tes mecs, derrière, ils ont réfléchi, il y avait du Johan Cruyff avant. En football, on parle de CBS, tous ces mecs-là des années 50.
Il y a un mec qui sont pas réveillés comme ça, d'accord. C'est pareil, là, on voit, par exemple, Manchester City, Pep Guardiola, c'est sa manière de jouer, etc. Lui, bah, ça fait longtemps, il gagne une école, il a des joueurs, il a été entraîné, il regarde ce qui se passe ailleurs, et puis il fait progresser. Donc, au foot, par exemple, tu as des mémorisations technico-tactiques. Et ensuite, à partir de là, moi, quand je parle avec mes joueurs, je leur dis, OK, posez-vous la question de qu'est-ce que veut le marché de vous. Ça peut Ouais. paraître brut, question. Et il y a le marché du 17 NAS en France. Et après, tu as l'objectif, c'est jouer de pro. Qu'est-ce que c'est que le meilleur joueur type Ligue des Champions? Qu'est-ce qu'on demande à tel poste? Qu'est-ce qu'on demande, etc. Tu vois, je pose ces questions-là. Ensuite, moi, au-delà du technico-tactique, je regarde qu'est-ce qui va supporter tout ça. Tu vois. Est-ce que c'est les facteurs physiques, les facteurs mentaux? Qu'est-ce qui va supporter tout ça? Et après, je mets en place une stratégie par rapport au niveau du gars. Et surtout, tout à l'heure, on parlait de méthode. Et nous, on fait du ZF, etc. Mais des fois, on partir sur des trucs genre type ZF, aller évaluer le vestibulaire, tout ça. Et attends, déjà, est-ce que tu as, tu sais, du 4 pattes? Est-ce que tu as une marche? Est-ce que tu as une coordination? Qu'est-ce qui t'empêche de performer sur le terrain tout de suite? Ça peut paraître un peu de décoffrage, mais malheureusement, tu sais, nous, on a une temporalité, tu as une saison, tu as des matchs, il faut se faire voir tout de suite, des catégories. Du coup, bah, moi, je fais même plus de programmation, je fais plutôt de la stratégie, tu vois. Ouais. Ça peut pas. Je suis obligé de faire de la strat. Parce que derrière, le gars, bah, malheureusement, on a tous les facteurs que je viens d'expliquer avant. Facteur émotionnel, facteur économique, facteur de la fête, facteur de la famille, facteur des études. Et le petit, bah, ouais, malheureusement, il faut qu'il génère de l'argent. Je le dis, moi, aux parents, je dis, ouais, bah, c'est pas à 22 ans, 23 ans, il va jouer en N3 ou N4 avec 400 balles par mois, qu'il va s'en sortir, quoi, tu vois. Moi, moi, je vais te dire que des fois, et il te l'a dit, Baptiste, c'est on se prend la tête sur des trucs et en fait, les réponses, elles existent déjà. Tu vois, moi, tu as vu, j'ai été formé par des Bulgares en altéro. Donc, tu vois, naturellement, quand j'ai posé la question à Marco Tsankov, qu'est-ce qu'il fallait lire, qu'est-ce qu'il fallait chercher, ou comment il a formé des enfants, parce que c'est une personne qui a formé un enfant jusqu'à une médaille olympique. Il n'a plus, ça n'existe plus, ça. En France, il n'y a plus de gamins, il n'y a plus d'entraîneurs qui prennent un enfant qui emmènent au JO. Hein, ça n'existe plus. Mais c'est que j'ai posé la question, et en fait, lui, il m'a dit d'aller voir Vorobiev. Donc, Vorobiev, c'était l'entraîneur du RSS. C'est un gars qui a bossé sur tout ce qui est trajectoire de barre, loading de charge, etc. Et tu sais, nous, moi, je dis souvent, si tu veux faire de la performance, tu lis Matveyev, Platonov, Vainek et c'est réglé. Hein, parce qu'il faut pour faire de la perf, en fait. Et tu vois, par rapport à cette problématique-là vient d'évoquer, tu regardes juste, je crois que c'est Matveyev ou Platov, je sais plus lequel, j'ai les bouquins. Mais il parle de charge d'entraînement et de système nerveux. Tu vois, il parle de qu'est-ce que le système nerveux. C'est quoi l'entraînement? L'entraînement, c'est je crée un stress pour d'ailleurs obtenir une adaptation. C'est ça? Ouais. Ok. Donc on crée un stress, d'ailleurs, qui peut être physiologique, psychologique, quel que soit le stress. Et le système nerveux va hop s'adapter, dire oula, par exemple, je mets plus lourd ou je le fais sauter. Et il y aura du stress d'un point de vue nerveux, un changement structurel, un changement global, quoi. Et ensuite, tu vois, si tu regardes, il y a beaucoup de mecs qui parlent de Jay Schroeder en ce moment. Hum. Ils parlent de Jay Schroeder avec Iso, etc. Et qui parlent de Schmerzo, tous ces mecs-là. En fait, si on s'intéresse à Jay Schroeder, tu vois, même Jérôme Simian qui a fait plusieurs séminaires chez lui, qui a adapté son système par rapport à ce que fait Jay, etc. Jay Schroeder, comment il a créé son système d'entraînement? Il a été hospitalisé, puis il a lu quoi? Il a lu le Russian College en sport, en fait. Il a lu des revues scientifiques des Russes. D'accord? Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. En fait, les Russes se sont dit, OK, comment nous on crée de l'adaptation sur un système nerveux? Ils ont regardé, bah, par exemple, Marco, lui, quand il a appris à devenir entraîneur, il a disséqué des morts. Donc, il a vu des tendons, quoi. Il a vraiment vu des tendons. C'est-à-dire, quand il est arrivé en France, qu'il parlait avec des mecs qui font le croissance sport, il m'a dit, les gars, vous savez pas c'est quoi la perf, quoi. C'est marrant, tu vois. Mais pour en revenir à ça, lui, quand on parle de tout ce qui est cerveau, adaptation, tu vois, par exemple, tu vois, chez Schroeder, il parle de son système avec la notion de position, la notion d'excentrique, de stabilisation, restitution de la force, etc. Il y a plusieurs modèles, hein. Attention, il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle comme ça qui va tenir compte de absorption, stabilisation, restitution de la force. Tu as des modèles avec le modèle type physiologique, c'est qu'on connaît tous, avec le RM, etc. Ça, c'est Christian Miller qui nous expliquait ça.
je pense que tu connais, qui était responsable de laboratoire de physiologie biomécanique de l'INSEP, qui s'occupe, qui est analyse de l'haltérophilie pour le rugby. Il y a tous ces systèmes-là, d'accord? Il y a des différents systèmes. Ensuite, quand on va parler du contrôle moteur, c'est de comprendre la phase consciente et inconsciente. D'accord? La phase de réflexe. C'est pour ça que moi, quand j'étudie des réflexes archaïques, en fait, et dans toutes les formations qu'on connaît de CIEL, ils te disent il faut sécuriser au maximum. Il faut sécuriser au maximum le cerveau. Le cerveau, il a besoin de sécurité. Un bébé, on sait comment il se développe. Le cortex préfrontal, progressivement, il vient mettre sous contrôle la capacité de créer un mouvement. C'est ça. Il va mettre le cortex préfrontal, il va contrôler progressivement les choses. Après, on sait que comment on va améliorer une sortie motrice. On améliore, quand on parle tout à l'heure de contrôle moteur sur un geste sportif, on va parler de notion de spécificité. C'est ce que Christian Villard appelle l'impulsion motrice. On va pas créer la même impulsion motrice sur un freinage ou lancer un marteau ou un javelot, etc. C'est pas la même impulsion motrice. Après, il y a tout ce qui va sous-entendre derrière ça. La partie structurelle, s'assurer que tout est équilibré pour faire en sorte que la sortie motrice soit la plus efficiente possible. Parce qu'il y a toujours ce côté, je fais un geste moteur, mais est-ce que mon cerveau peut sécuriser ce geste moteur pour supporter et pas péter, entre guillemets, soit au niveau des tendons, etc. Donc, il y a toute une complexité parce que si on s'intéresse uniquement à la partie neurologique du truc, en fait, on se loupe. Ouais, tu te loupes, t'es mort. T'es mort, c'est bien. C'est bien, ZIELF, tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis certifié ZIELF, tout ça. Mais tu sais, dans ZIELF, ils ne parlent pas du lien, enfin, ils en parlent un petit peu du lien intestin-cerveau, tu vois, etc. Du lien émotionnel et performance. C'est souvent, j'en parle avec Baptiste, je dis, hey, vas-y, tu peux tout faire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire, tu vois, équilibration des fascias, ce que tu veux. Mais si demain, ton gars, je sais pas, il reçoit un message de sa meuf qui le largue, ce truc, il va se péter. Il va se péter parce que le stress qu'il va subir par l'émotion, par le cortex insulaire, limbique, etc., tu vas créer de l'infla, le mec, il va être en infla. Il y a plein d'études là-dessus. C'était avec Adrien, on échange beaucoup sur Strongfirst, c'est ça, avec Pignou, c'est ça. Ouais, StrongFit, le système StrongFit de Julien Pignou. Ouais, reste à lui, je me suis trompé avec celui des kettlebells. Ouais, voilà, c'est ça. Mais lui, c'est intéressant quand il dit, ouais, quand on voit des dépressifs, on leur fait les taux de lactate, on voit des taux de lactate de ouf. Bah, c'est ça, en fait. C'est la notion de, on parlait la dernière fois, du système cognitivo-émotionnel. Donc, on peut, bien sûr, à notre humble niveau, dire, vas-y, je vais faire des équilibrages de fascia de ouf et tout. Je vais arriver, je vais tout calculer, je vais chercher les datas et tout. Malheureusement, c'est ce qui fait la beauté du sport. T'imagines, on aurait un programme, on appelle une IA, et vas-y, tiens, on met l'athlète dans la boîte, clac, clac, hop, médaille olympique. Non, ça n'existe pas. Tu vois, ça n'existe pas. On peut dire, ouais, bon, après, oui, on peut avoir un système d'entraînement à la manière de Schroeder. Mais tu vois, moi, Schroeder, j'ai eu beaucoup d'articles sur lui. Il y a plein de podcasts à aller sur la tête, vous allez voir. Et moi, ce que je retiens en analysant l'homme, je dis bien quand j'analyse l'homme, quand il parle, la manière de structurer sa pensée et la manière de voir l'entraînement, il a une croyance peut-être. Il a une croyance, il part toujours d'une croyance. Il part toujours la manière dont il perçoit son système d'entraînement. Quand il dit, dans une de ses interviews de mémoire, il dit pour moi, à partir le secret pour lui, hein, je dis bien de Schroeder, c'est que quand un athlète fait un effort, il ne doit pas percevoir l'effort. Il doit le faire comme si c'était naturel. Quand lui, il dit, voilà, il fait cette histoire d'Isomax qu'il a un peu rendu populaire. Lui, il dit déjà que c'est pas une Isomax, c'est un excentrique, il dit qu'il faut aller loin, mais il dit qu'il faut arriver à un moment donné où le système nerveux, il fait ça comme s'il allait acheter une baguette, entre guillemets. Pour lui, c'est ça le secret. C'est que il doit sécuriser au maximum. C'est vrai que moi je t'invite des fois à tester avec un débutant. Donne-lui juste un exercice. Moi, j'aime bien faire ça. Je lui donne un exercice et je vois comment sur son visage, comment il change. Et comme ils font. Voilà, et après, je leur dis, écoute, refais, mais sois en mode détendu, cool, souris, tu vois. Et là, tu vois que il va te sortir plus de rêve. C'est marrant, hein, tu vois, c'est marrant de faire ça. Hey, tu crées de la tension là où tu contractes là où c'est inutile.
Et là, on le voit sur des débutants, c'est intéressant. Après, cette histoire de signal moteur, etc., bah, c'est toujours cette différence entre l'expression de la puissance musculaire, la force externe et la force interne. Comme moi, là, c'est, tu vois, nous, on parle vraiment d'aspect nerveux, mais à un moment donné, il faut bien saisir, avoir des données. Il faut avoir du data pour pouvoir, bah, entre guillemets, monitorer nos séances et diriger, est-ce que je me dirige vers là ou je me dirige vers là. Souvent, Ouais. moi, les entraîneurs, je leur dis, OK, c'est comment tu décides de qu'est-ce que tu fais. Et là, et j'aime bien cette notion, j'avais discuté avec Philippe Van Acker, de valeur biologique de qu'est-ce que tu fais. Exemple, tu as des séances, moi je vois ça en foot. Échelle de rythme. Échelle de rythme, pas de problème. Aucun problème avec les échelles de rythme, les gars. Moi, tout peut avoir une pertinence. Et quand je pose la question à l'entraîneur, pourquoi c'est important de faire ça et pourquoi tu fais ça maintenant? Genre, et après, je pose la question à la tête, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, il peut y avoir une valeur biologique, type, ça me donne un effet placebo. J'aime bien faire de l'échelle de rythme. Moi, des fois, ils disent, j'aime bien faire du ballon. Ils ont besoin, j'ai besoin de faire du ballon. Et je pose la question, qu'est-ce que ça t'apporte? Je kiffe. Je kiffe. Ok, il kiffe. Il en a besoin, on va lui mettre un peu de ballon. Même si c'est pas son besoin, c'est une demande. C'est plus une demande qu'on analyse. Je lui fais du ballon. À un moment donné, il faut aller, faut apporter la valeur biologique. Tu vois, c'est ce que je dis. Faut réfléchir à la valeur biologique. Oui, qu'est-ce que je fais? Pas de souci, je vois qu'il y a un problème d'extension de la hanche ou il y a un problème de force à ce niveau-là, ou il y a un problème. Ok, ben, je vais lui expliquer. Là, t'as ça, ça peut t'apporter ça. Ou tout à l'heure, on parlait de ça avec Adrien. Ok, j'ai RTAC. J'ai RTAC. Le mec, il faut lui faire comprendre pourquoi c'est important d'intégrer son RTAC. Si tu ne veux pas comprendre ça, ok, pour toi, oui, pour nous, là, Ouais, nous, c'est voilà, pertinent. pour nous, c'est pertinent. Mais est-ce que c'est pertinent pour le mec en face? Tu vois, j'ai Schroeder, il dit, moi, j'ai un système d'entraînement, c'est comme ça. Celui qui adhère pas, il se casse. Tu vois, c'est ça. Et Ouais, Schroeder, ouais. il va, il va pas te dire, il a son système, il a la manière d'évoluer, et vos strength system, il a sa croyance, c'est lui. C'est pas pour tout le monde, hein. Ouais, moi, je dis, hein, les gens, ils me disent, ouais, je fais des ISO, ouais. Mais est-ce que c'est pour tout le monde? Tu vois, j'ai un pote qui est en Ubi, Kevin, à Vannes, il va pas commencer à partir sur du système d'entraînement à la G Schroeder. T'as des mecs qui ont tapé des top 14, qui ont joué, etc. Tu vas pas arriver comme ça, tu vas dire, c'est moi l'expert, je vais faire ça parce que lui, apparemment, il a la réputation de ouf. Ouais, mais quid des pourcentages d'amélioration? Quid quel profil accepte de faire ça? C'est pas tout le monde qui accepte de faire ça. C'est pas tout le monde qui va tester rester en excentrique pendant 5 minutes, 3 minutes. C'est pas tout le monde. Donc après, d'ailleurs, pourquoi ça? Des fois, je me dis, mais pourquoi il fait 3 minutes? Il veut me prouver parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe au niveau du cerveau qu'à 2,99 secondes, clac, le fascia, il change. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, attention, respect à tout c'est tout. Mais la science, c'est ça. C'est quelqu'un qui arrive et qui dit, mais pourquoi ça? Tu vois, c'est ça la science. Il faut accepter. Des fois, je me rappelle de mes séances que je faisais il y a un an ou même il y a 2 semaines. Je dis, putain, est-ce que j'étais con là-dessus? Tu vois? Mais au moins, tu vois, j'améliore. J'améliore, je dis, ok, bah, peut-être là, je me suis trompé, j'aurais peut-être pas dû faire ça, peut-être là, et j'améliore. Et après, voilà, et moi, j'invite les gens à me dire, là, t'as merdé, là, t'as Ouais. merdé, parce que t'améliores. Faut dire, ah ouais, Naya, tu te trompes, là, t'as vu le contrôle moteur, on a découvert ça. Ah ouais, bah vas-y, envoie-moi l'info, tac. Et puis moi, merci, on échange, tu vois. Tu sais, Marco disait que celui qui se trompe, c'est pas celui qui sait pas, c'est celui qui veut pas savoir. Tu vois. C'est celui qui veut pas savoir. Tu te trompes, tu veux pas savoir. Ah non, moi j'ai mon système d'entraînement, médaille olympique. Non, mais ça va. C'est pas ça la performance, en fait. C'est pas ça. Je pense, voilà. Ça, c'est moi, hein, c'est ma croyance. Pour moi, c'est pas ça. C'est toujours s'améliorer, chercher à s'améliorer. Et puis, des fois, malheureusement, tu sais, on donne pas de médaille au quatrième qui arrive au JO, mais ouais, il y a un boulot derrière de fou malade pour à ce niveau-là. Bah, déjà, Ça juste va. une qualif. Déjà, juste une qualif au JO, c'est ouf. Enfin, Ah ouais, c'est pour ça que, tu vois, faut sortir un peu l'ego. Nous, on a tu vois, quand tu parlais de contrôle moteur, etc., nous, c'est des problématiques qui sont intéressantes parce que nous, on veut des mecs qui performent sans se péter, en fait. Et là, ouais. on voit des mecs, leur carrière brisée, il est pété, douleur,
dépression, ça peut amener loin quand même, ces merdes-là. Mais loin. Mais après, nous, on veut. Moi, c'est ça que je sais pas que je paye des formations, que je me forme, que je vais chercher l'info, etc. Parce que ouais, tu veux apporter le meilleur à la personne en face de toi. Tu vois, quelqu'un qui vient, derrière moi, j'ai eu un mec qui a Parkinson, tu vois, et lui, il cherche pas à faire les JO. Mais quand même, tu as envie de lui donner un meilleur qualité de vie, etc. C'est de la perf, quoi, tu vois. Donc, tu poses la question de, OK, quand on vient en basal, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais du stop no-go? Est-ce que je fais travailler sur du cervelet? Est-ce que voilà, est-ce que je vais lui donner tel type d'exercice, la valeur biologique de ce que je vais lui faire faire. Il paye 1 heure avec moi. En 1 heure, qu'est-ce que je peux lui envoyer comme truc qui va aimer, admirer et faire le plus longtemps possible? Pose ta question dans ta tête. Tac, ok, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est pareil quand tu vas avoir un athlète qui vient et qui dit, ok, moi, j'ai mon rêve, c'est d'aller vers ça. Je veux faire ça, je veux arriver à tel niveau. Toi, tu te dis, ok, est-ce que je veux l'amener à tel niveau et qu'à la fin, il n'y ait pas de dépression aussi, tu vois. Et si tu l'amènes là, les mecs, ils commencent à sortir en boîte et partir en couille, tu vois. C'est pas un accord avec mes valeurs, quoi. Ouais. Ouais, non, non, complètement. Il y a l'après parce que tu peux être parfaitement aligné, équilibré pour atteindre un objectif. Une fois que tu atteins l'objectif, c'est un autre bordel encore. C'est ça. Et après, je sais pas si j'ai bien répondu à cette sorte de contre-moteur, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai fait des formations de France Bosch. J'ai Ouais. pas trouvé ça pertinent. Je respecte, hein. J'ai pas trouvé ça pertinent. J'en ai parlé avec Anthony Baptiste. Je lui ai dit, le gars, le contre-moteur, pour lui, c'est inné ou c'est comment, quoi, tu vois? Je posais la question. C'est bien, respect à lui, Barcelone, tu vois, présentation, il fait des trucs partout. Franche Boss System, ouais, ok, super. Maintenant, après, derrière, c'est ok sur le terrain. Moi, quand j'ai fait cette formation, comment il évalue? Il fait des observables. Il regarde, ah ouais, lack of contraction here. Tac, on met en place des exercices derrière. Ok, bon. Mais j'ai pas trouvé de truc pertinent à mort. C'est vrai que par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur la prépa dite classique, un peu trendy, ça change. Mais après, derrière, c'est ok, comment tu évalues, tu vois, c'est bien, mais ça change. Après, je me dis, ah, mais ça apporte des résultats. Ouais, mais comment il le mesure? Tu vois, ça le mesure par quoi? Tu sais, j'aime bien un peu casser un peu les codes. C'est bien ce qu'il fait. C'est bien de faire du KTBS. C'est bien tout ça. Mais encore une fois, c'est quoi la valeur biologique de ce qu'on propose, tu vois? C'est quand je vois hier, tu vois, j'ai fait leur formation et tout. Ok, c'est bien. Mais derrière, c'est ok, en quoi ça va être pertinent à amener la personne vers la performance, tu vois? Euh, souvent, tu sais, les Américains, on se méfie, ils parlent de buy-in. Ils aiment bien faire du buy-in. Ok. Ce que moi, j'appelle l'effet wow en français. L'effet wow, Ouais. c'est très dangereux. En neuromarketing, ça déconnecte ton cortex préfrontal qui prend les bonnes décisions. Ça l'envoie dans l'émotion de dire waouh, waouh, oui, mais waouh, quoi, waouh, tu vois. Super, j'amène mon bras là, il était là, je l'amène là. Waouh, oui, mais c'est quoi la valeur biologique? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu vois, se poser la question, c'est ce qui fait de nous des humains. Tu dis, ok, bon, moi, j'ai amené là-bas, ok, pourquoi je l'ai amené là? On sent ça. On regarde à gauche, j'ai amené là. Est-ce que c'est le tissu qui m'a bloqué? Est-ce que c'est mon système nerveux? Est-ce que j'avais la capacité d'y aller ou pas? Pourquoi ça fait ça? Est-ce que ici, il y avait un problème ici? Il faut poser toutes ces questions-là. Donc, c'est intéressant, tous les outils qu'on découvre, que ce soit, qu'on redécouvre, moi je trouve, qu'on redécouvre. Et derrière, c'est OK, c'est quoi la valeur biologique? Je dis, OK, j'ai fait ça, ça, ça. Est-ce que tu vas regarder les pourcentages de médaillés, tu vas regarder les performances, les statistiques, tu découvres, est-ce que derrière, les mecs qui ont des médailles ont fait de la neurologie? Tu vois, c'est intéressant. Tu vois, sur la prépa mentale, on m'a dit 80%, enfin, les études disaient 80% de ceux qui avaient des médailles faisaient des programmes de AM, entraînement des aptitudes mentales, dites imagerie mentale ou autre. Ok, c'est un facteur de performance. On peut y aller. Quid des 20%? Comment ils ont fait les mecs des 20% pour... C'est ça quand même de se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'ils ont Ouais. fait? Est-ce qu'ils, de manière inconsciente, ils ont peut-être pas fait de l'EM, mais ça se trouve, le mec, il se visualise, il est en train de faire le geste. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou peut-être le mec, mais il est formé en ce que tu dis, il est formé ZIELS, mais il s'en sert pas du tout, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. On se pose ces questions-là. Après, encore une fois, quand Baptiste, lui, parle de facteur limitant, c'est pertinent. Qu'est-ce qui t'empêche de réussir? Je dis, voilà, c'est un système qui se tient. Qu'est-ce qui t'empêche de réussir? Après, malheureusement, tu peux pas avoir la main mise sur tout. Ce que je dis, moi, aux athlètes, je dis à un moment donné, t'es tout seul. T'es tout seul, moi, je vais t'apporter des connaissances, etc. Et après, c'est l'aspect compétition, l'aspect incertitude.
Ça n'existe pas, quelqu'un, malheureusement, qui est bankable, il va te dire, OK, moi, tu viens chez moi, et sur contrat, je te garantis que tu vas réussir. Je te garantis que tu vas réussir. C'est même dans le monde de l'entreprise, il y a des coachs, tu sais, de dirigeants qui prennent très cher, 12 Ouais. 000 euros la séance, etc. Il y en a, hein, 600 euros hors taxe de l'heure. Dans mon domaine, en dirigeant, moi, j'en côtoie, ils prennent. Maintenant, après, attention, quand ils vendent des objectifs de moyens et non de résultats. Maintenant, concrètement, sur certains facteurs, si tu travailles sur des moyens, potentiellement, tu vas améliorer le rythme d'avoir des résultats. C'est prouvé, oui, ok. Il y a les moyens, tu mets ça. Non, malheureusement, on ne peut pas prévoir le Covid, on ne peut pas prévoir la boîte est ferme, on ne peut pas prévoir la guerre en Ukraine, on ne peut pas prévoir Wagner qui se retourne contre l'autre, tu vois. Ça fait partie du truc, hein. Là, demain, il y a Paris, on ne sait pas s'il n'y a pas une émeute qui va se détruire, tu vois ce que je veux dire. Il y a des facteurs qui sont, voilà, c'est dépend de notre métier, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Mais puis, en fait, le métier d'éducateur sportif, c'est marqué, c'est qu'il a une obligation de moyens, il n'a pas une obligation de résultat. C'est ça. On a des objectifs de bécation de moyens. Et après, c'est chacun met les moyens. C'est sûr que, tu vois, moi, ça fait plaisir quand je vois les gens s'intéresser aujourd'hui au réflexe archaïque. Parce que je sais que la valeur biologique d'un réflexe, aujourd'hui, tu as un gamin, tu lui fais intégrer ses réflexes, tu as potentiellement une possibilité d'améliorer ses résultats scolaires. Attention, c'est pas 1 plus 1 égale 2, hein, mais il y a des valeurs biologiques à ça. Il y a des valeurs biologiques à ça. Je suis content. Quand les gens s'intéressent à la neuro, quand les gens s'intéressent aux tests FMS, etc., c'est toujours plus positif que de voir des mecs, tu vois, j'entraîne, là, je vois une séance, je fais des abdos n'importe comment et j'ai potentiellement le risque de blesser quelqu'un. Tu vois. Moi, dès que je vois ça me scandalise un petit peu quand je vois un mec voilà, qui vient, qui fait n'importe quoi. J'en vois en salle, hein, des mecs, des fois je vais en salle, je vois des mecs qui coachent, ils montent des mouvements et malheureusement, moi, à l'exécuter, il y a un risque potentiel de créer de la blessure, quoi. Tu vois, ça, j'irai toujours, moi, encourager les gens à bouger, quoi. Tu vois, j'irai toujours là-dessus. Après, bon, heureusement, après, faut pas non plus surévaluer quand les gens disent, waouh, t'as vu, j'ai fait ça et waouh. Oui, ils sont en train de vendre leur formation, c'est très bien, pas de souci. Après, quand je dis aux gens, il y a des gens qui me contactent, ils me disent, ouais, l'RFS Arcade, c'est un game changer. Détendez-vous, les gars. Tu vois, faut se détendre. C'est bien, c'est pas un game changer. C'est pas parce que aujourd'hui, tu vas faire posturo, etc., comme je t'ai dit, si le mec qui reçoit un texto de sa meuf ou Ouais, ouais, un compte c'est sûr. un concours fiscal, tu vois, tu sais pas, tu vois. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, faut tendre vers ça. Tu vois, c'est intéressant ce que tu fais toi avec les eaux inertielles. Aller sur ce type de technologie, c'est hyper intéressant. Surtout quand tu sais que des fois, tu as des gens qui n'ont pas été formés à la muscu. Ils peuvent pas travailler de manière sécuritaire. Sur les eaux inertielles, tu sais que tu peux aller sur des choses que, bah, voilà, c'est des choses qui vont être amenées à révolutionner, entre guillemets, je pense, à long terme, la manière dont on fait du renforcement musculaire, quoi. C'est intéressant. Mais ouais, en fait, c'est totalement ça. C'est que, tu vois, quand Julio Taus, qui était au Barça, là, lui, à la base, il avait une boîte de consulting. Après, il est rentré dans les clubs. Mais il a réussi à faire venir l'iso inertiel. Parce qu'en fait, lui, sa problématique, c'était, OK, les mecs, ils se blessent trop. Mais on peut pas leur faire de muscu parce que, ben, soit ils sont pas éduqués et ils ont commencé trop tard. Ou soit, ben, le risque-bénéfice, il est trop compliqué. Et quand tu as des joueurs qui valent beaucoup d'argent, et comme on disait tout à l'heure, c'est que tu peux pas te permettre de mettre ces choses-là. Et lui, en fait, ben, il l'a fait rentrer en mode ouais, prévention des blessures, et c'est pas de la muscu. Tu vois, en gros, déjà, et on n'a pas touché sur le résultat, déjà. Tu vois, on sait pas ce que ça donne, mais déjà, lui, il l'a rentré comme ça. Et Mais pertinent parce que tu vois, là, je regardais, tu vois, Fred Marcelo, quand on passe le bonjour, bah, lui, il dit qu'il ne fait pas de pré-ab ou de prévention des ouais, blessures. Il en fait pas, lui, tu vois. Je pense que c'est une bonne mentalité parce que, en réalité, normalement, quand tu fais une séance d'entraînement, tu vois, moi, j'aime bien avoir l'objectif positif. Tu dis pas, j'espère que je vais pas perdre, tu vois. Sinon, automatiquement, tu dis à ton cerveau, le risque de perdre, etc. Et c'est toujours dans le positif. Donc, c'est pareil quand tu dis, on va faire prévention des blessures, les gars. Prévention des blessures. t'es déjà dans la. Tu vois ce que je veux dire. Mais attention, là, on parle de quand tu donnes l'exemple de Retaeus, c'est ça, Retaeus, c'est ça son nom. Ouais, Julio Taus. Ouais. Taos, ouais. Et quand tu parles de lui, il y a un moment donné, il faut bien réussir à rentrer au Barça. Tu vois ce que je veux dire. Malheureusement, les mecs du Barça, c'est pas des qui gèrent, entre guillemets, la structure, c'est des businessmen.
ils savent pas c'est quoi, tout ce qu'on vient de parler. Donc, eux, il faut leur donner une clé de lecture qui leur permet de dire, ok, blessure, moi de blessure, argent, viens, frérot. Tu vois, eux, c'est comme ça. Ils vont se dire, ouais, moi de blessure, etc. C'est normal. Mais après, bien évidemment, tu as vu, lui, il est sur un marché de conséquences, et non de causes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, tu as des mecs qui arrivent, qui nous par ça, pas de muscu, même en France, pas de muscu, compliqué, la croissance, nanana. Il faut bien arriver à faire quelque chose à la fin. C'est ce que je dis. Moi, des fois, il y a des gens qui critiquent Fred Cobert quand il a essayé de faire une tentative d'haltérophilie en équipe de France féminine. Ouais. C'est sûr qu'il peut pas arriver et dire, ouais, vas-y, venez les filles, 100 kilos à l'arracher. Mais au moins, ça a apporté quelque chose de dire, ah, et je leur remercie. Grâce à lui, il y a des gens qui disent, ah, il y a de l'haltéro en équipe de France. Et aujourd'hui, il y a peut-être des petits qui vont regarder ça et dire, ah, moi, j'aimerais bien faire de l'haltéro. Et on le remerciera dans 20 ans quand il y aura des petits qui font de l'haltéro parce qu'ils ont vu l'équipe de France commencer à faire de l'haltéro. Mais c'est sûr que tu vas pas arriver comme ça. C'est pas très pertinent d'arriver, dire Kylian Mbappé à 24 ans commence à faire de l'haltéro. Il va commencer. Le temps qu'il y ait un effet sur la commande motrice ça va prendre au moins, allez, un an. Même il faut qu'il fasse des séances tous les jours. Vous imaginez, avec toute la charge de travail qu'il a, lui, en plus avec les médias. Voilà, tu as cette notion de temporalité et de stratégie. Maintenant, c'est sûr que sur un projet fédéral, commencer à mettre en place ça, c'est pertinent. Attention, ça élimine pas les eaux inertielles, hein. Attention, hein, parce que moi, j'ai bien de l'haltéro. Je peux te dire qu'il y a des blessures en haltéro. On n'est pas en haltéro olympique, la chaîne poste, il y a plein de choses, des ischios, etc. Il y a plein de choses qui sont pas faites en haltérophilie, les épaules, tout ça. Tu sais, c'est pas. Aujourd'hui, quand on parle de l'haltéro, tu as l'haltéro olympique, tu as l'haltéro pour la prépa, c'est des choses différentes. Des choses Ouais. différentes. Donc, d'ailleurs, les eaux inertielles, il ne faut pas l'éliminer, je pense. Je pense que chaque outil est pertinent. Après, c'est toujours, nous, notre rôle, après, c'est de dire, OK, bah, là, faut taper là. Et là, tu fais gagner 2 semaines, un mois, 6 mois, tu vois. Là, faut taper là. Ah non, là, tu as vu, là, peut-être que ça va pas. Là, faut taper là. Et c'est là où c'est un rôle de conseil, entre guillemets. Et ce Ouais. conseil-là, il doit être valorisé, quoi, tu vois. C'est hyper important. C'est hyper Ouais. important là-dessus. C'est de la stratégie, ouais. Quel conseil t'aurais à donner à un athlète là ou à un prépa ou un coach qui nous écoute? Un conseil pour un athlète, moi, je dirais concentration et focus, c'est le plus important, tu vois, rester focus. Euh, euh, T'as dit quoi, athlète? Il t'a dit qui d'autre? Un coach Déjà, ou des membres du staff. moi, pour les coachs, je dirais, déjà pour les trois, je dirais que il faut travailler sur soi. Vous voulez aider les autres, travailler sur vous-même. Et quand je dis travailler sur vous-même, c'est pas l'aspect technique. L'aspect technique, aujourd'hui, il y a Internet, on a accès à tout. Accès à tout, les gars, on a accès à tout. Aujourd'hui, voilà, vous ne branlez pas sur des méthodes d'entraînement non, quand je dis travailler sur vous-même, c'est travailler sur qui vous êtes, pourquoi c'est important. Plus vous vous connaîtrez, plus vous allez aller loin. Vous allez comprendre beaucoup plus vite et ça va vous éviter de tomber sur le piège comme moi ça m'est arrivé, hein, d'aller faire des formations. Je tombe sur des gars, en réalité, c'est de l'ego. Ils veulent se mettre en avant, ils vont vous perdre du temps, vous payer des milliers d'euros et à la fin, vous découvrez que le gars, il n'entraîne même pas, que le mec, il cherche qu'à faire du business. Ça m'est arrivé. Je suis parti, je paye des formations, on me dit, ah, lui, il est bon, tu vois. Et en fait, le mec, il entraîne personne. Il a entraîné des gars, mais ou bien même, il a été dans des trucs où il a en fait pas entraîné. Donc, si vous travaillez sur vous-même, vous allez être hermétique à ça. Et c'est pareil pour un athlète. Pour lui, c'est un athlète, il doit travailler sur lui-même. Pourquoi? Et travailler sur lui-même, ça permet d'avoir confiance en lui et confiance aux autres. Et derrière, de dire, OK, bah, je vais travailler avec telle personne, je vais travailler avec telle personne. Bah, lui, attention, quand il me parle pas de mes intérêts, il parle que de ses intérêts, moins maniable. Et surtout dans le football, je fais très attention, éviter les systèmes d'emprise. Je sais qu'il y en a qui vont cracher dessus quand je dis ça. Il y a des gens qui ont des intérêts à avoir des systèmes d'emprise sur les joueurs, sur les familles, etc. Moi, je leur dis éviter ça. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. Je leur dis, moi, j'ai un contrat, je travaille, je suis un prestataire. Je suis pas non plus là pour remplacer le papa, etc. Chacun son rôle. Il faut éviter les systèmes d'emprise. Éviter de vous faire avoir par l'émotionnel, éviter de vous faire avoir par ça. Parce qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec, il y a 70% des joueurs de foot qui finissent ruinés. Donc, Mm. à un moment donné, moi, je dis, les gars, soyez pas des toutous, soyez pas des moutons, devenez des hommes. Donc, pour devenir des hommes, voilà, faut s'entourer de gens qui sont bienveillants, qui sont professionnels, etc. Et c'est pareil pour les coachs, hein.
mon coach, travaillez sur vous et aussi, soyez restés ouverts. Restez ouverts. Remettez en question tout le temps. C'est pas parce que vous êtes remettez en question que vous êtes quelqu'un de désagréable. Au contraire, comme je l'ai dit, plus vous allez remettre en question les choses, plus vous allez avancer, en fait. Et après, bien sûr, c'est d'avoir une base, des choses simples que vous mettez en place et que vous faites progresser au fur et à mesure. Voilà. Ouais, complètement. Ouais, non, on l'oublie, mais ça reste la base, quoi. C'est top. Ben ouais. Écoute, Tu voulais vas-y. aborder quelque chose d'autre? Non. Non, c'est pour toi, hein. T'as pas les os, toi tu bosses avec l'hypoxie. Ouais, après l'hypoxie, c'est pareil, hein. Tu bosses avec l'hypoxie, toi? J'ai travaillé un peu avec l'hypoxie en SAM, en simulé. Et après, comme j'ai la chance d'être, tu vois, à Font-Romeu, on est à 1008-2000 mètres d'altitude. Donc, en fait, on a déjà de l'hypoxie déjà de base quand les gens viennent faire des stages. Oui, si. Donc, mais il y a tellement de choses à faire avant l'hypoxie. Enfin, l'hypoxie, Ouais, c'est un bonus. Tu vois, c'est un ouais, catalyseur. c'est ça, c'est ça. C'est 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 ça, c'est ça. l'hypoxie, c'est on catalyse un potentiel ou du travail qu'on fait. Mais c'est pas l'hypoxie qui te fait marcher. Tu vois, Ouais, je pense que c'est encore mal compris. Et il y a beaucoup de monde, par contre, qui cherche dessus et qui a du recul. Tu vois, ça, par contre, pour le coup, c'est que du pratique, la plupart des gars. Tu vois, chaque année, il y a des symposiums, il y a des choses. Et d'ailleurs, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, il y avait un symposium à l'INSEP. Euh, mm, mais, mais ça reste encore mal compris et je pense pas utilisé de la bonne manière, ou du moins sans avoir eu les bons prérequis pour y arriver. Et pareil, mm. pour tout ce qui est gestion et contrôle de la charge, c'est toujours la même chose. C'est que on met des stimuli à un système nerveux. Et si on n'évalue pas le système nerveux ou si on le contrôle pas comme il faut, on n'arrive pas à comprendre comment la tête fonctionne, mais on n'arrivera pas à lui donner les bons stimuli. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure en haltéro, en fait. Ouais, mais c'est pareil, tu sais, moi je travaille beaucoup avec tout ce qui est OS, intégration de réflexes, etc. Ouais. Et je la respiration des gens directement. Je regarde si le mec il respire en ventral, diaphragmatique, déjà ce qu'il y a de contrôle de sa respi. Moi j'aime bien tout ce qui est Butenko, tu sais, je travaille beaucoup Ouais. avec aussi. Test, je regarde, est-ce que le mec, et puis, est-ce que d'ailleurs je peux stresser avec la respiration, donc mettre des Harringer drill, tu vois, sur la partie énergétique. Déjà rien qu'en faisant ça, déjà les mecs, t'as du boulot, quoi. La langue, le placement de la langue, etc. Comment il passe la langue, il y a plein de choses. Des fois, tu peux améliorer de 0,5 à 1 km la DMA, tu fais même pas courir le mec. Tu vois ce que je veux dire? Tu es juste sur la respi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'optimiser des trucs comme ça. Après, tu vois, bon, tu peux faire hypoxie normobarique ou hypobarique. Moi, je suis intéressé je vais échanger avec Brocherie, je sais pas si tu Ouais. connais. Je vais échanger avec lui par mail. Je m'étais intéressé à ses bouquins, etc. Mais c'est pareil, ça a été présenté dans le foot comme Game Changers. Et, Aspire au Qatar, ils ont beaucoup investi avec des tunnels d'hypoxie, tu vois. Mais c'est pareil, à la fin, moi je dis aux gars, détendez-vous. Les mecs, ils sont pas passés non plus à 26 km/h de VMA, tu vois ce que je veux dire. C'est pas des scooters, les gars, après. Il y a des choses Ouais, mais qui. en fait, c'est exactement ça. Et s'ils ont le même souci avec la chaleur, Ouais, euh, ouais, où en fait, ils combinent les deux et c'est super. On a vu les résultats du rugby féminin là, à Tokyo où ils ont vraiment bien bossé là-dessus avec. J'ai perdu le nom du prépa. Maintenant, il est à Toulon Rugby. Mais oui, ils ont énormément bien bossé. Au Qatar, là, ils ont mis des gros investissements là-dessus. Mais il y a tellement de paramètres. Je me souviens quand il était venu faire sa présentation au symposium il y a 2 ans. Il me dit, on ne comprend pas. Il y a des meufs chez qui ça a super bien marché, des meufs chez qui ça n'a pas marché. Et après, quand il termine sa présentation, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu as suivi le cycle hormonal? Il me dit, non, non, on n'avait pas les moyens de vraiment aller faire du suivi hormonal et individuel. Et il dit, je pense que ça fait partie de ça, tu vois. Donc, tu vois, au final, il y a des filles qui sont passées à côté de la prépa hypoxie ou chaleur parce que ben, elles répondaient pas comme il faut, mais parce que peut-être que c'était pas la bonne dose ou pas au bon moment. Et lui, le premier, il dit, ouais. j'ai pas les moyens de le faire. Tu vois, je te dis, moi je suis simple, il y a tellement de choses à faire, tu vois. Tu rentres vraiment sur du 0,002% des athlètes. Ah, allez, même si hormonal, déjà, regardez, je dis, ouais, calme, faut déjà aller sur la base. Et déjà, si tu es bien sur la base,
C'est déjà bien pour que ça suive, pour faire du haut niveau, tu vois. C'est bien hein, d'aller là-dessus, ça peut créer des perspectives pour la santé, la recherche pour la santé énorme. C'est bien d'aller voir là-dessus. Mais après, moi, je dis aux athlètes, je dis, oh, commencez déjà, tu vois, moi j'avais fait micronutrition de Richer, tu vois. Ouais. Il parlait de coenzyme Q10. Les gens, ils avaient des déficits en coenzyme Q10 quand ils allaient en altitude. Pareil sur l'anémie en fer. Ils regardaient même pas des fois. Et des fois, tu as des gens qui y arrivaient, ils étaient pires que, en partant, tu vois. Donc c'est bien, ça fait marketing, ça vend. Mais après, tu vois, quand tu regardes en statistique, qu'est-ce que ça prouve? Tu dis, ah merde, en fait, ils sont moins bons. Bon, c'est bien, on a vendu pour les sponsors, on a vendu, mais l'athlète, il est moins bon. Tu vois, des fois, il faut mettre de l'eau sur le vin, rester plus simple. Je pense, ça fait partie de ce qu'on dit, mais c'est des perspectives d'avenir, bien évidemment. J'en tiens compte. Moi, je dis aux autres, ouais, pourquoi pas, j'en parle avec toi, de faire des stages à fond remue. Mais je leur dis, hey, si vous voulez avoir accès à ça, faites bien ça. Je leur dis, Exactement. palier un, faites bien ça. Montrez que vous méritez d'aller sur des trucs de haut niveau. Tac, ok. Déjà, arrêtez de prendre du coca, buvez que de l'eau, etc. Et après, ben, s'ils arrivent à faire ça, je leur dis, ok, vous allez mériter de faire du sport de haut niveau. Et sinon, tu vois, les mecs, là, c'était soit les footballeurs sont à Miami, pote de nuit, tout ça, nanana. Et c'est sûr que, ouais, t'auras mieux à faire à bosser avec des rugbyman plus carrés que des fois avec des joueurs qui sont top niveau, mais top niveau dans le foot, c'est pas le top niveau du rugby, faut être clair. Ouais, et puis c'est pas le top niveau de l'athlète. En fait, c'est que des fois, il y a des sports qui sont anonymes où il n'y a pas forcément de performance. Et on a des mecs qui sont vraiment disciplinés et au contraire. Après, c'est là où justement on se questionne de savoir quels sont les vrais facteurs de perf autre que la discipline. Ouais, facteur de perf, c'est toujours enfin, par rapport à la discipline. Toujours, je te dirais, vraiment, par rapport à la discipline. Les facteurs de performance rugby ou BMX sont pas les mêmes, et voilà. Après, voilà, là-dessus, faut les pondérer, comme on dit, faut les pondérer. Faut vraiment pondérer, et puis après, bah, voilà. Hein. Après, il y a toujours des choses qu'on n'arrivera des fois pas à expliquer, tu vois. On n'arrivera pas à expliquer, tu vois. T'as des gars qui arrivent. Tu sais, en rugby, j'avais une petite anecdote. En rugby, ouais, ils ont mis en place les GPS. Je me rappelle, moi, j'ai passé mon DU à Dijon. Et il y avait Jean-Baptiste Paquet qui était là comme prof. Ok. Jean-Baptiste qui est le prépa de Rochelle, tu vois. Et Jean-Baptiste, il y avait une présentation de, il me semble, Julien Robineau, il me semble. Et Jean-Baptiste a posé la question, l'importance du jeu sans ballon par rapport au GPS, tu vois. Parce qu'en fait, le GPS, il calcule pas ça, le jeu sans ballon, tu vois. Et en fait, il avait raconté qu'il y avait un gars qui avait fait un changement, je sais plus quelle équipe de rugby, parce qu'à l'époque, je suivais pas trop le rugby top 14, désolé. Et il disait que le gars avait sorti un joueur, mais sauf que le joueur était cramé dans le GPS, mais n'était pas cramé sans ballon. Il avait toujours un impact tactique important, quand même. Donc, tu vois, des fois, il faut pondérer les choses, tu vois. Et après, Jean-Baptiste, c'était l'année après, le suivant, il était transféré à La Rochelle. Et moi, c'était en 2013-2014, où j'ai fait une DU, il me semble. Et c'est intéressant, tu vois. Rien qu'en écoutant une phrase de quelqu'un, ben, ça t'apporte plus que des fois d'aller lire 14 bouquins, tu vois. Donc, et du coup, moi, ça m'a dit, ah, bah, les GPS, peut-être que je vais un peu moins me casser les pieds sur les GPS qu'autre chose, quoi. Bon, après, il y Ouais. a beaucoup de GPS dans le foot, ah ouais, analyse de data, 12 km, 14 km, ouais, mais bon, si toi, t'as pas d'analyse du joueur, de comment il bouge, etc., son comportement sur le terrain, son intelligence, tu vois, je peux avoir des lignes, des data, il faut l'interpréter. Ça, c'est la base. Toujours interpréter. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je me souvenais, enfin, tu sais, quand il nous avait montré l'analyse de distance de course sur les matchs de Liga. Et en fait, je me disais, les clubs qui couraient le plus, ben, c'était ceux qui étaient derniers au championnat. Ouais, 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 ça, Ouais, c'est donc, ça. C'est l'aspect tactique dans le football. Et après, d'ailleurs, il faut les pondérer. Il faut les pondérer. L'aspect tactique, elle est hyper importante. Elle est hyper importante en football. Si tu as un joueur qui court vite, 24 km de VMA ou je sais pas quoi, et qui a un 30 mètres en 3 secondes, si j'ai pas joué au foot, il sert pas à grand-chose. ben, en fait, c'est C'est ça. clair. C'est que, il a un ballon dans les pieds, donc du coup, ça matche Mm. pas. Mais ouais, ouais, non, mais. Ouais. Et il y a surtout un usage du ballon. C'est ça. Un footballeur, il court pas, il se place. Ce que je dis moi aux joueurs, il se place tout le temps. Il marche pas, il se place. Il se place par rapport à un système de jeu, toujours. Ça, c'est spécifique au foot. Et au rugby, c'est pareil. En basket, c'est pareil. Tu marches pas sur un terrain. Tu te places. Tu te places par rapport aux autres et tu as toujours un impact par rapport à ton bloc. Style offensif, défensif, etc. Donc, tu as compris ça, tu as passé un palier, je pense. Et après, à un moment donné, c'est comment je me place intelligemment. Comment, d'ailleurs, euh, et je dis des fois à des joueurs, comment tu te places par rapport à un joueur bancal dans ton équipe. Si ton joueur il est bancal à côté, comment tu fais? Toi, tu es défenseur central,
ton autre défenseur offensif, si ça passe pas, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un placement prise de risque ou un placement où je me place et je sécurise au maximum. Tu es obligé de prendre ces décisions-là. Tu es Ouais. obligé. Et des fois, il faut aller là-dedans. Ça, les recruteurs, ils ne le voient pas, ça. Malheureusement, ils ne le voient pas. Parce que, avec tous les matchs qu'ils ont et restés à eux, ils n'ont pas le temps de. Ouais, c'est ça, c'est que tu as des lignes et en fait, c'est pas le joueur en lui-même, c'est comment le joueur il s'imbrique dans sa ligne, dans les espaces, qu'il ait un ballon ou pas de ballon. Parce que souvent, on parle tout le temps de je suis placé pour recevoir un ballon, mais des fois, tu es placé juste justement pour libérer un espace ou marquer un mec dans le système adverse. Ouais, mais c'est ça. Et ça, nous, bah, si t'es prépa ou consultant, coach et tout, t'as le coup. Ouais, on rentre dans ce que tu dis, une fois que tu arrives à comprendre les espaces et toutes ces choses-là, ben, c'est un système interdépendant, c'est ce qu'ils appellent les notions de rythme à offensif et défensif avec c'est ça qui décide entre guillemets d'une issue d'un match, ça gagne ou ça gagne pas. Oui, rythme offensif, défensif. Après, comme je t'ai dit, c'est toujours une question de spécificité. À la fin, ce que je dis, faut agir sur ce qu'on maîtrise aux joueurs. Voilà, c'est là, faut maîtrise. Tu maîtriseras pas un entraîneur qui est un peu foufou. Tu vois, si l'entraîneur il décide il veut jouer comme ça, tu joueras comme ça. Tu vois, malheureusement, si demain, tu vois, on te met, il y a un moment donné, Zidane, on lui mettait 3 jours sur lui. Quand tu lui mettais 3 jours sur lui, on a bien vu que c'était un peu plus casse-pipe. Et c'est pareil pour Mbappé. Aujourd'hui, tu as la vidéo. C'est comment Mbappé il joue, Ouais. etc. On va bloquer des espaces, on va jouer différemment pour. Maintenant, est-ce que l'équipe peut tenir comme ça pendant 90 minutes? On n'est pas sur la même chose avec des champions qu'en Ligue 1. Alors, des fois, on voit, putain, c'est bizarre, le PSG, 5 milliards d'investissement, l'autre équipe, 30 millions, elle a du mal à passer. Ouais, mais à un moment donné, les gens, ils ont la vidéo, ils progressent, tu vois. C'est ce que je dis, moi, des fois aux joueurs, je dis, mais projetez-vous et variez votre jeu. Soyez adaptable à votre système de jeu. Après, si votre entraîneur, il joue avec toujours le même système de jeu, c'est rare maintenant. On n'a pas les mecs qui ils sont fuit, hein, même en Ligue de France, ils comprennent. Hein. Tu vois, là, Eh, mec, là, il y a des vidéos, maintenant il y a des vidéos. Maintenant, une vidéo, ça coûte pas de qualité. Tu prends 900 balles, tu as un abonnement à 30 euros, tu peux filmer comme en pro maintenant. Tu vois. Donc les clubs, maintenant, ils s'équipent. Ok, tu as de la vidéo, les matchs ils sont filmés. Donc ça, tu as de la rétroaction. Maintenant, on sait qui fait quoi. Après, bon, est-ce que l'aspect physique et mental va être pertinent? Et l'aspect tactique, là-dessus, si toi, demain, on sait que tu es bon dans l'espace, on va pas te mettre d'espace. Et si on sait que tu es bon en tête, on va essayer de limiter les jeux aériens sur toi. On va essayer de t'excentrer. Voilà, les gens, ils s'adaptent. Et ça fait partie des choses à tenir compte dans certaines disciplines. Pareil au basket, pareil au rugby. C'est la même chose. ouais, non, mais totalement. Totalement. Et là, on en revient à cette individualisation et cette connaissance de la discipline et de tous les facteurs qui sont autour de ça. Mais Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. ouais, Voilà, donc je pense que beaucoup de choses, comme je t'ai dit, à faire avant d'aller. Tu vois, moi, je fais les préférences motrices, tout ça, avant d'aller tester tout ça. Moi, je dis aux joueurs, déjà, on fait simple, on regarde ce qu'on met en place, on agrège, tac, 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 et au fur et à mesure, voilà, on va essayer de trouver la meilleure sortie, la meilleure route pour t'arriver à te faire progresser sans, euh, sans dépasser les étapes et à ton niveau, sans te blesser, etc. Progressivement. Simplement. ben ouais. Mais écoute, ouais, c'était vraiment intéressant cette discussion. En tout cas. Oui, bah, avec plaisir, hein. De toute façon, après, comme je t'ai dit, hein, si un jour tu as des questions spécifiques ou un thème à aborder, il n'y a pas de souci, moi je suis disponible. Mais après, tu vois que dans ma réponse, je fais assez simple. C'est dur de dire, ouais, en fait, voilà, la réponse vérité, c'est ça. Tu vois, il y a pas, je peux pas apporter ces. Des fois, il y a des gens qui me contactent sur Instagram, ils comprennent pas comment je leur réponds. C'est pas que je veux pas dire ou pas, c'est que malheureusement, j'ai pas une réponse à apporter sur. Euh, je vais pas dire, ah, vous voulez faire des médailles, achetez ce programme-là. Faites-le, vous inquiétez pas, c'est toujours, voilà, faites-là, vous allez voir, le mec, il va sauter 2 mètres. Non, je veux dire ça, je veux dire, voilà, ça dépend d'un de facteurs. C'est sûr que si un mec qui me contacte qui est au fin fond de la Corrèze et qui me dit, ouais, bonjour, je peux devenir le meilleur entraîneur du monde et que j'ai que 4 licenciés, c'est compliqué. Et, voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, des fois, il y a un mec qui me contacte qui me dit, ouais, est-ce que je dois faire cette formation pour aider tout le monde? Je dis, non, mais c'est quoi aider tout le monde? C'est quoi? Non, mais tu veux faire quoi comme métier? Tu veux être psy? Tu veux quoi? Déjà, il y a ça. Qu'est-ce que tu veux vendre? Comment tu veux vivre, etc. Donc, c'est ça que je dis aux gens. Oui, vous pouvez me contacter sans problème sur Instagram, mais voilà, vous étonnez pas des fois si vous posez des questions.
ou d'ailleurs, je peux pas répondre des fois. Il n'y a pas de il y a pas de contexte, voilà. Après, oui, si vous me posez des questions sur ouais, comment accompagner un joueur de là, oui, je peux vous aider. Est-ce qu'il y a une personne dans cette affaire? Oui, là, je vais poser la question. Est-ce que cette formation est bien par rapport à ça? Oui. Après, est-ce qu'elle est bien pour vous? Ça, c'est vous qui saurez. Ça, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, justement, si les gens ils veulent te retrouver, te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent faire ça? Peut me contacter sur Instagram où il tape mon nom, prénom, il y a mon numéro direct. Moi, il y a mon numéro, vous me laissez un message. C'est vrai que je suis beaucoup demandé, hein. J'ai 400 appels, je réponds pas à tout le monde. Mais en fait, quand je vois que c'est pertinent, je réponds. Il y a des gens qui me demandent des fois des coachings à Monaco, des trucs comme ça, d'autres pays, à l'étranger. Moi, je réponds tout le temps. Je réponds tout le temps, même si j'ai 400 messages, je réponds tout le temps. Mais il y aura toujours un petit délai. Généralement, je réponds dans la journée ou le lendemain. Donc, tu Ouais. peux me contacter par ces biais-là sans problème. Voilà. Ouais, parfait. Mais écoute, un grand merci pour l'échange. Avec Euh, plaisir. et voilà. Pour ceux qui nous écoutent, si vous appréciez les épisodes, on n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles ou à les partager sur les différentes plateformes. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour un autre épisode. À la prochaine. Avec plaisir. Ciao, ciao.